Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous retrouver après un long moment de silence pour permettre justement aux Camerounais d'aller en élection, de, se choisir un président. Maintenant que tout cela est derrière nous, nous pouvons froidement analyser cette élection. Et pour l'analyser, je voudrais partir de deux ou trois points précis. Le premier point est de savoir si le peuple camerounais et l'opposition auraient pu remporter cette élection, c'est-à-dire mettre le président Paul Biya hors du palais de l'Unité. À cette question s'ajoute une autre. Si oui, qu'aurait-il fallu faire? Et à la fin, je voudrais dégager une conclusion pour tous. En fait, l'élection du 7 octobre dernier apparaît pour beaucoup comme ayant été un piège à con. Et ce n'est pas seulement le 7 octobre qu'on l'a découvert. On l'a découvert depuis un peu plus de 5 ans. 5 ans pendant lesquels nous n'avons pas travaillé pour avoir une transition sereine dans notre pays. 5 ans pendant lesquels nous avons renforcé, nous avons consolidé le rassemblement démocratique du peuple camerounais dans sa volonté de destruction du vivre ensemble, de ce que j'appelle depuis des années le nous commun. À un an de l'échéance de l'élection présidentielle, nous avons vu des personnalités se dégager, des personnalités capables de présenter ou de représenter une alternative, voire une alternance dans notre pays. Nous avons vu émerger Maurice Kamto, Akere Mouna, Cabral Libi, Joshua Oshi, j'en citerai de très nombreux. Moi-même, j'en faisais partie. Mais, au sein de ces personnalités, autour de ces personnalités, est-ce qu'il s'est constitué une volonté de changement qui, elle, devait être portée par le peuple camerounais dans son ensemble? Je ne crois pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Lorsque Maurice Kamto démissionne du gouvernement, il se développe et il se construit autour de lui une espèce de socle ethnique, ethno-tribal, avec laquelle il va évoluer. Et on va le remarquer notamment dans les différentes invitations qu'il aura dans un certain nombre de chaînes de télévision et l'aura qu'il aura auprès d'un certain nombre de médias, notamment de la presse écrite dans notre pays. Je pourrais parler du Messager, je pourrais parler de Mutation. Je laisse de loin la tribune de l'Ouest, ou je ne sais plus, il y a Ouest Echo. Je laisse de côté ce journal qui, avec le journal du Sahel, sont plutôt à connotation régionale. Mais les médias vont former autour de cette personnalité qui, pourtant, avait besoin d'une envergure nationale, vont plutôt assez rapidement l'enfermer dans l'ethnie, dans le clan.
On l'a vu donc dans un certain nombre de médias et avec un certain nombre de journalistes qui vont le recevoir. Je pense notamment à David Atemkem qui aujourd'hui est parti à l'Union européenne. Je pense à Jean-Bruno Tagne qui véritablement vont prendre position non pas comme des journalistes mais plutôt en fait comme étant des hommes de médias au service d'une cause et cette cause-là n'est pas nationale, elle est plutôt tribale. Puis par la suite, donc, le professeur Maurice Kamto ne réussira plus jamais à se départir de l'étoffe de la tribu, de cette camisole de la tribu cousue pour lui par, malheureusement, les frères du village. Pour renverser le RDPC, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On ne renverse jamais un pouvoir avec ses propres armes. Ce n'est pas vrai. Le Cameroun se devait de construire ce que le RDPC a passé 36 ans à déconstruire. C'est-à-dire que quand le RDPC a complètement détruit le nous national, le nous commun dans notre pays, il aurait bien fallu que d'autres personnalités se lèvent et commencent à construire autour des ethnies une véritable rencontre de Camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aurait dû sortir des coutumes, on aurait dû sortir des replis identitaires pour construire un pays. Et la construction d'un pays passe nécessairement par une culture nationale et non par le transport des coutumes comme on a pu le constater. J'ai essayé d'attirer l'attention des uns et des autres, notamment quand j'ai vu fleurir, notamment sur les réseaux sociaux, des groupes purement ethno-fascistes dirigés par des hommes de main, notamment de Maurice Kamto, et d'un autre côté par ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour Maurice Kamto, on a un personnage comme Mathieu Youbi, et au sein du RDPC, on a Madame Béatrice Mendor et un certain Claude Abaté, qui ont assez rapidement rassemblé des milliers de Camerounais dans un affrontement ethnique et tribal. Et il n'y a pas eu suffisamment de force, suffisamment d'énergie pour détruire ou pour fédérer ces élans de haine que l'on voyait naître. Il n'y a eu personne, il n'y a eu aucune personnalité pour pouvoir rassembler, amener les Camerounais à sortir de la tribu pour aller vers l'État-nation. Ça, c'est ce qui concerne les médias et les réseaux sociaux. Pour les sociologues, il faut savoir qu'on regarde un peu, on étudie tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est notre boulot au quotidien de relever les réactions des uns et des autres. Vous allez voir par exemple que les posts qui sont publiés par telle ou telle ethnie ne sont véritablement accueillis que par par les membres de cette ethnie-là. Donc, il n'y a rien qui permet de fondre dans un grand ensemble que l'on appellera l'espace public. Rien ne permet aux tribus de fondre dans un espace public. J'ai attiré en temps et en heure l'attention des uns et des autres sur cette dégradation de notre vivre ensemble. Mais malheureusement, ma voix n'a pas suffisamment été forte pour amener les gens à s'écarter de ce genre de pratique. On a vu une personnalité arriver aussi sur la scène publique et politique camerounaise en la personne de Maître Akeremouna, qui, à mon sens, est véritablement celui qui s'est présenté comme Camerounais.
vous verrez par exemple que autour de son équipe de campagne et au sein de son équipe de campagne, ces différents porte-paroles n'appartenaient pas à sa tribu. Vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Il y avait le journaliste Paul Mahel, qui me semble-t-il est Bassa. Vous aviez quelqu'un que j'ai connu comme étudiant à l'université Laval, qui est Hiram Yodi. Qui ont été véritablement ceux qui ont porté la candidature de monsieur Akeremouna. Et il a été investi par un parti plutôt d'ancrage septentrional, c'est-à-dire c'est un parti qui est représenté dans le septentrion et que personne ne connaissait véritablement au Cameroun. C'est ce parti-là qui l'a investi. Donc, il avait, de par sa candidature et de par sa démarche, une véritable envergure nationale. Ensuite, vous avez une personnalité qui a été construite par le pouvoir, c'est-à-dire M. Cabral Libye. M. Cabral Libye est en réalité une bulle non pas médiatique, mais plutôt une bulle construite savamment par le pouvoir en place. Et je m'en vais vous montrer comment et pourquoi. M. Cabral Libye a toujours eu un statut assez difficile à définir. Alors, je vais le prendre par le statut qu'on connaît le plus de lui, c'est-à-dire journaliste. Journaliste dans une radio universitaire. Il me semble que c'est ça sa profession. Et assez rapidement, la personnalité de M. Cabral Libye a été construite par le pouvoir. Comment? Le pouvoir lui a donné la possibilité d'être régulièrement sur les médias. Donc, d'être, par exemple, de rentrer dans le cercle assez fermé, et je sais de quoi je parle, le cercle assez fermé des intervieweurs du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Je vais vous dire comment ça se passe dans ce milieu-là. En fait, les communications du porte-parole du gouvernement se préparent toujours en amont. C'est-à-dire qu'on réunit autour d'un journaliste de la CRTV 3, 4, 5, 6 journalistes et on leur dit voici les questions que vous allez poser. On les rédige, on les envoie au ministre. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez toujours vu le ministre lire ses déclarations, lire les réponses aux questions qui lui sont posées. C'est-à-dire qu'en fait, on lui fait parvenir les questions peut-être 2-3 jours à l'avance et ensuite il travaille dessus. Il sait sur quoi il va rebondir, il sait ce que les gens vont dire, ainsi de suite. Donc, il travaille comme ça. Donc, alors que Cabral Libye ne représentait véritablement aucun grand média, il a été introduit dans ce cercle-là afin justement de se présenter comme étant un adversaire du ministre par sa pertinence, parfois même son insolence, et ça a permis de construire sa personnalité. Ensuite, il fallait constituer autour de lui il fallait fabriquer autour de lui une ou deux autres personnalités en même de diriger sa campagne. C'est pour cela que vous avez retrouvé M. Armand Okol, qui, lui, était un sans-emploi. Il avait perdu son emploi de journaliste, mais qui faisait toujours partie des intervieweurs des ministres au Cameroun. Alors, on pourrait dire qu'ils faisaient tous les deux partie. Alors, à un moment donné, on parlait au Cameroun des journalistes du Hilton. Mais je voudrais que sur le plan sociologique, on essaye d'analyser ce terme-là, des journalistes du Hilton, et de leur donner véritablement une autre définition. Pour moi, les journalistes du Hilton ne sont pas ceux qui vont quémander des 1000 francs
pour pouvoir, voilà, et rédiger un papier. Les journalistes du Hilton sont des journalistes construits, organisés par les institutions camerounaises, par les ministres. Ce sont des journalistes de personnalité, si vous voulez. Alors, M. Issa Tirouma avait pour mission de fabriquer donc un certain nombre de journalistes qui, plus tard, d'ailleurs, et vous vérifierez que la fameuse agence qui a fait venir de faux observateurs, donc l'agence camerounaise de presse, vous verrez que ceux qui sont derrière cette agence-là font partie de ces journalistes fabriqués par le pouvoir en place dans notre pays. Du coup, nous nous retrouvons dans un espace public complètement éclaté, complètement divisé, complètement phagocyté par le régime du RDPC. Et la société civile, la population camerounaise et les leaders politiques émergents n'ont véritablement rien fait pour rassembler les populations camerounaises autour d'un projet, autour d'une personnalité, autour d'une volonté de libération, de tourner véritablement la page du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Moi, je ne voudrais pas attendre la proclamation des résultats par Elecam pour reconnaître la victoire du président Paul Biya. Ceux qui écoutent les différentes personnalités qui étaient engagées à cette élection peuvent arriver eux aussi à la conclusion qui est la mienne aujourd'hui, que le président Biya a remporté cette élection. Il a remporté cette élection parce que nous n'avons pas su créer ce que j'appelle une révolution du patriotisme, une révolution de la liberté. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il aurait fallu créer au sein de la population une véritable volonté de libération. On n'est pas parvenu, on a plutôt, durant toute la campagne, durant les 15 jours de cette campagne, nous n'avons réussi qu'à opposer les Camerounais les uns aux autres. Maintenant, la déclaration de Maurice Kamto, le candidat du MRC, il y a quelques jours, revendiquant sa victoire à cette élection, beaucoup de journalistes m'ont appelé et m'ont demandé ce que j'en pensais. J'ai dit que je n'accordais pas d'interview. Et aujourd'hui, je donne la position qui est la mienne. Le professeur Maurice Kamto avait raison de se déclarer vainqueur. C'est cela le jeu politique. Donc, sur le plan politique, il avait parfaitement raison. Sur le plan du droit, je ne crois pas qu'il ait violé quoi que ce soit. Il a fait ce que tout homme politique devrait faire dans un pays comme le nôtre, organisé comme le nôtre, avec une élection présidentielle comme celle qui a été organisée dans notre pays. Je pense maintenant que la réaction du gouvernement est disproportionnée par rapport à la déclaration de Maurice Kamto. Je vais revenir sur quelque chose. Depuis 3 jours, je vois circuler sur les réseaux sociaux l'annonce de l'incarcération de M. Okala Ebode, qui est un membre du bureau politique du MRC. Je voudrais poser la question, vous êtes à peu près 32 à me suivre en ce moment, mais je sais que vous êtes plus nombreux que ça, mais vous êtes 32 à vous signaler. Vous pouvez, pendant ce temps, distribuer cet échange pour que, justement, vous soyez plus nombreux et que l'échange ne soit pas bloqué. Mais je ne vais pas passer mon temps à dire, cliquez sur like, je pense que vous êtes suffisamment des internautes responsables et que vous savez que plus vous distribuez la vidéo, plus elle a des chances de ne pas être bloquée. Donc, je pose la question suivante. Si M. Okala Ebode avait été bamileke au sein du MRC, est-ce que son arrestation aurait rencontré le silence qu'elle rencontre aujourd'hui? Je crois que non. En fait, M. Okala Ebode, qui est Eton, se retrouve en prison
aujourd'hui, enfin, il n'est pas en prison, je crois qu'on dit qu'il est à la PJ. Il est dans un commissariat aujourd'hui et tous les électeurs du MRC auraient dû sortir, auraient dû faire le plus de bruit possible, même au sein du fameux groupe ethno-fasciste qui a été créé avec l'accord du professeur Maurice Kamto, aurait dû faire plus de bruit qu'il n'en fait en ce moment. Pourquoi? Mais justement parce que ceux qui supportent le professeur Maurice Kamto ne se reconnaissent pas en la figure d'Okala et Boudé, bien qu'ils fassent partie de leur bureau politique. Je peux vous assurer que si c'est Mathieu Youbi qui avait été arrêté, ou si c'est Patrice Nganan qui avait été arrêté, ou tout autre nom, Bamileke au sein du MRC qui avait été arrêté, on aurait aujourd'hui le plus de bruit possible pour sa libération. Donc, vous voyez comment nous sommes alignés, malgré nous, dans un sillon qui a été creusé par le RDPC pour nous opposer les uns aux autres. Et nous sommes surpris aujourd'hui de constater que, malheureusement, la revendication de la victoire par le candidat du MRC a été déconstruite, non pas de façon nationale, non pas de façon patriotique, mais de façon assez tribale. C'est-à-dire que assez rapidement, on a dit au professeur Maurice Kamto, les Camerounais ne sortiront pas dans la rue, mais nous sommes capables de sortir dans la rue, nous, originaires du centre, dites-nous, donnez-nous simplement le tempo et nous allons commencer par brûler Faucourt, nous allons commencer par brûler Dove, nous allons brûler... Bon, bref, c'est vous, la communauté Bamileke, c'est vous qui êtes des hommes d'affaires au Cameroun, donc nous allons commencer par brûler vos magasins, nous allons détruire votre tissu économique. Voilà une façon assez tribale de déconstruire en fait un appel qui aurait pu être un appel national et patriote. Mes chers amis, mes chers compatriotes, j'initie cet échange avec vous pour que justement l'élection présidentielle du 7 octobre dernier puisse servir à tout un chacun pour faire une analyse, pour faire une introspection, parce que nous devons savoir qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui nous a empêché en réalité de gagner cette élection présidentielle, alors que tout était réuni pour que nous puissions la gagner. Nous nous sommes servis des armes du RDPC. Nous nous sommes servis de ce que le RDPC avait construit lui-même pour nous opposer, pour renforcer la division, pour renforcer l'incohésion nationale dans notre pays. Et véritablement, aujourd'hui, nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. Il y a quelques jours, j'ai publié juste cette phrase: celui qui vous a élu ne vous a pas permis de gagner cette élection. C'est-à-dire que celui qui a été élu par le peuple camerounais, je crois que le même peuple camerounais ne pourra jamais lui permettre d'accéder au palais des Toudi. Pourquoi? Parce que effectivement, nous avons dit, et ceux qui étaient candidats à cette élection l'ont suffisamment souligné. Quand vous allez voter, il faut être capable de veiller sur votre vote, et après avoir veillé sur votre vote, il faut être capable de le faire respecter. Or, aujourd'hui, on constate que il y a très peu de Camerounais qui ont veillé sur leur vote et il y a encore moins de Camerounais capables de défendre leur vote. Voilà ce qui est la réalité dans notre pays. Et cette réalité-là, nous devons apprendre à composer avec elle pour que demain, en fait, les mêmes choses ne se reproduisent pas. Et pour que ces mêmes choses ne se reproduisent pas, qu'est-ce qu'il faut?
on a beaucoup parlé de coalition dans notre pays. Je pense que le mot coalition, et je l'avais dit lorsque nous sommes passés au Conseil constitutionnel, là aussi c'est quelque chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Quand nous sommes partis au Conseil constitutionnel, d'abord, tous les candidats, y compris ceux retenus, auraient dû être là ou envoyer leurs représentants. Mais aucun des candidats retenus n'a jugé bon d'envoyer ses représentants au Conseil constitutionnel. Alors même que c'est une exigence constitutionnelle, parce que l'ECAM valide ou invalide les candidatures. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui certifie en finale qui est candidat à une élection dans notre pays. Ce n'est pas l'ECAM qui vous qualifie à être candidat à une élection. Ça, nous devons le retenir. Mais nous avons vu que quand nous sommes allés au Conseil constitutionnel, moi je suis allé au Conseil constitutionnel avec ceux qui portaient ma candidature, j'ai pu nommément interpeller chacun des membres de ce conseil. Et aujourd'hui, vous vous rendrez finalement compte que ce que nous avons dénoncé pendant que nous étions au Conseil constitutionnel, en l'absence de l'ensemble des candidats et de l'ensemble de la classe politique camerounaise, c'est les mêmes choses qui seront déposées et par le MRC, et par le Parti Univers, et par, par le SDF. Pourquoi ces partis politiques ne se sont pas présentés au Conseil constitutionnel, au Palais des Congrès, justement, lors de cette séance pendant laquelle nous avons essayé d'attirer l'attention des uns et des autres pour leur dire il y a quelque chose de bien qui ne se prépare pas. Je lis là la question de Serge Coutu. Le cas Ebodé est savamment orchestré par le parti État appuyé par l'apologie de la bamiphobie pour ensuite les traiter, ces mêmes bamis, de déstabilisateurs comme les Anglos. Nous ne sommes pas tombés. Bah, je ne suis pas certain. Serge, je vous pose la question. Si ça avait été, je ne sais pas quel autre membre du MRC en dehors du président, supposons que si c'était un Zongan qui avait été arrêté, est-ce qu'on aurait remarqué, on aurait assisté au même silence que celui que le MRC observe en ce moment, ne serait-ce que sur la toile? Pourquoi on ne vous sent pas sur la toile pour demander la libération d'un membre de votre bureau, de votre bureau politique? Pourquoi vous n'êtes pas si nombreux sur la toile à revendiquer la libération de M. Okala Ebodé? Là, vous faites exactement le jeu du parti au pouvoir. Ben oui, vous faites le jeu du parti au pouvoir parce que si, effectivement, M. Okala Ebodé est pour vous un membre, non pas du MRC, mais de cette volonté de libération du Cameroun, alors que vous militez pour la libération du Cameroun, on devrait vous entendre. Et ça me rappelle effectivement ce que j'ai vécu en 2011, en 2012, quand je me battais pour l'affaire Vanessa Tchatchou. Bien évidemment, pendant que je me battais, on avait soustrait Vanessa Tchatchou et on l'avait enfermée dans la tribu, dans le village. Et ce n'est que comme ça que l'on a pu démonter en fait toute la mobilisation qui se voulait nationale. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit, quand un peuple ne peut plus s'émouvoir face à la violence faite à une femme, à un enfant, ça signifie qu'il n'a plus d'émotion, que ce peuple-là n'a plus d'émotion. Et aujourd'hui, l'histoire me donne parfaitement raison. L'histoire me donne parfaitement raison, c'est-à-dire que nous sommes ce peuple qui ne sait pas faire foule.
En le disant, je pense à Aimé Césaire qui disait aux Martiniquais, l'indépendance, ça se paye en sang et en cadavre. Êtes-vous prêt à payer ce prix? On reprochait à l'époque à Aimé Césaire de n'avoir jamais demandé l'indépendance de la Martinique. Et il avait dit, je n'appelle pas le peuple martiniquais à un référendum, je pose simplement la question, une indépendance, ça se paye en sang, en cadavre, êtes-vous prêt à payer ce prix? Le silence équivalait à une réponse du non. Et aujourd'hui, la Martinique n'est toujours pas indépendante et je ne suis pas certain qu'elle le sera demain. Donc voilà pour moi les grands enjeux, les grandes faiblesses qui ont été celles à la fois de l'opposition camerounaise, mais aussi celles du peuple camerounais lui-même. J'ai écrit il y a quelques jours que les changements, le peuple camerounais donne l'impression que rien, il n'est pas apte à une révolution. Tout doit se faire au Cameroun par dose homéopathique. Les Camerounais ne sont pas prêts à de grands bouleversements, à de grands changements. Et je pense que ceux qui sont au pouvoir au Cameroun l'ont suffisamment compris. Il n'y a pas, parmi ceux qui ont été des candidats à cette élection, un seul qui soit prêt à descendre dans la rue pour revendiquer telle ou telle victoire. Ce n'est pas possible. Et même si un réussissait à le faire, il y aura très peu, voire personne, qui le suivra pour défendre son vote. Maintenant, notre pays avait-il véritablement besoin, a-t-il véritablement besoin de changement? Je crois que oui. Je crois que malheureusement, le président et le régime actuel vont sortir très renforcés de cette élection au point de faire croire et de transformer le président Biya en timonier. En timonier, et ça, ce n'est pas bon pour un pays et pour un peuple. Et ça, nous devons l'assumer. C'est nous qui avons couronné le président Biya. Et nous devons nous rendre compte aujourd'hui, à nos dépens malheureusement, que le président Biya va dorénavant se considérer comme un super-homme, comme un homme au-dessus de tous les humains, un immortel, un dieu sur terre. Parce que rien n'est véritablement venu bousculer ses acquis. La preuve, c'est que, voilà, j'ai dit, je vois Daniel qui est là, je vois mon ami Boulok qui est là, mais il n'y a personne, je dis, bon, voilà, on me signale qu'on voudrait couper la vidéo, mais il n'y a personne qui distribue cette vidéo, il n'y a personne qui invite ses camarades, ses amis à la regarder, à la partager. Bon, je ne peux pas, moi, personnellement, parler, distribuer la vidéo, inviter les uns et les autres à se joindre à nous pour faire ensemble cette analyse. Ça aussi, c'est l'esprit que nous avons chez nous. Cet esprit qui nous empêche véritablement voilà, de partager à la fois nos joies, mais aussi nos peines. À la fois de nous mettre à la place des autres, mais aussi d'assumer notre propre place. Voilà. C'est ça, malheureusement, qui est notre mode d'expression dans notre pays. Alors que nous avons la possibilité, tout comme l'a dit, qui est mon ami depuis toujours, Monsieur Mvondo, qui se joint à nous, ont la possibilité de faire augmenter l'audimat de cet échange que nous avons, d'autant plus que je réponds en même temps aux questions qui me sont posées, mais personne ne le fait. C'est-à-dire que c'est
comment je vais qualifier ça? On a beaucoup remarqué dans les universités. C'est-à-dire que quand vous allez, un de vos collègues voyage et qu'il ramène un bouquin comme celui que j'ai là, il le lit sous son bureau. Et si un de ses collègues arrive, il le cache. Mon père un jour demandait à un de ses collègues comment il faisait pour écrire des articles sans jamais citer personne. Et il lui disait, mon cher ami, j'ai l'impression que vous êtes comme Melchisédek, sans père ni mère, que vous inventez la science. C'est ce qu'on remarque par exemple chez quelqu'un comme Mathias Eric Owonangini, qui se prononce sur tout et sur rien en même temps. Il est le politologue camerounais qui se prononce sur tout. Vous venez avec le football, il se prononce. Vous venez avec la politique, il se prononce. Vous venez avec l'anthropologie, il se prononce. Il se prononce sur tout et sur rien. Au point, moi, j'ai fait mes études dans un pays où on a toujours le classement des intellectuels. On dit toujours, voilà, l'intellectuel. Dans les années 2000-2001, Bourdieu était considéré comme l'intellectuel français le plus puissant. Mais ça, c'était parce que, justement, il travaillait avec les autres. Il n'y a pas une vie intellectuelle qui soit une vie en solo, qui soit une vie de repli sur soi-même. Et si nous voulons demain changer, si nous voulons demain que le président Biya ne règne pas sur le Cameroun, alors qu'il sera déjà dans l'au-delà, il nous faut dès à présent prendre conscience que notre avenir commun dépend de l'engagement de tout un chacun. Ce n'est pas moi je reste en retrait et j'attends que l'autre s'engage et j'attends que l'autre meure pour que je prenne sa place. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je l'ai dit il y a quelques jours. J'ai dit, je suis surpris par ces politiques camerounais qui se revendiquent de Nelson Mandela, qui se revendiquent de Barack Obama, qui se revendiquent de Macron, mais aucun n'assume Winnie Mandela, sans laquelle Nelson Mandela n'aurait pas existé. Personne ne se revendique de Steve Biko, sans lequel on n'aurait pas eu Nelson Mandela. Personne ne se revendique de Chris Hani, sans lequel on n'aurait pas eu de Nelson Mandela. Personne ne se revendique de Walter Sisulu, sans lequel on n'aurait pas eu de Nelson Mandela. Personne ne se revendique de Nina Simone, sans laquelle on n'aurait pas eu Barack Obama. Personne ne se revendique de Malcolm X, sans lequel on n'aurait pas eu Barack Obama. Personne ne se revendique de Jesse Jackson, sans lequel on n'aurait pas eu Barack Obama. Personne ne se revendique de Georges Marchais, personne ne se revendique de François Mitterrand, personne ne se revendique de François Hollande, sans lesquels on n'aurait pas eu M. Macron. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On n'aurait pas le rayonnement de l'UPC si on n'avait pas eu tous ces nationalistes camerounais qui ont versé de leur sang pour l'indépendance du Cameroun. Alors, bien évidemment, on parle de Oumniobé, on parle d'Abel Kingé, on parle du commandant Kissamba, on parle de tous ces gars qui sont morts, mais il y a des milliers qui sont inconnus. Mais pourquoi sont-ils inconnus? Ils sont inconnus parce que tous les jours, nous creusons leur tombe pour empêcher l'éclosion de leur mémoire. Nous creusons leur tombe pour que dans l'imaginaire collectif, on oublie leur nom. Comment quelqu'un d'aussi intelligent comme Maurice Kamto n'a pas pu se départir de la camisole ethnique dans laquelle
il a été engoncé. Comment a-t-il pu ne pas se départir? Quand vous écoutez l'hymne de la Renaissance, l'hymne du MRC, entre nous soyons sérieux, c'est ça qui a le plus fait peur aux Camerounais. Alors qu'il avait la possibilité de rassembler autour de lui, on parle des seigneuries des Bamboutos, on parle de la force de travail d'Undé et les autres régions du Cameroun et les autres peuples du Cameroun, alors que nous sommes 256 tribus au Cameroun, tout cela est mis sous les teignoirs. Comment voulez-vous rassembler quand il avait la possibilité de dire les seigneuries des Bamboutos, de chanter les louanges des monts Mandara, de louer les chutes de la Lobé? Il aurait rassemblé en ce moment-là. J'ai regardé l'autre jour, vous me pardonnerez de citer toujours Maurice Kamto, mais j'ai regardé l'autre jour un entretien, une conférence de presse justement de Maurice Kamto. Quand vous regardiez derrière lui, mais ce n'était que la famille. Tout ce qui était à la tribune n'était que la famille. Mais ce n'est pas ça le Cameroun. Et ça aussi, ce sont des erreurs politiques. C'est pour cela que les Camerounais ne descendront pas dans la rue. J'avais attiré l'attention des uns et des autres quand j'ai demandé de voter pour Joshua aussi. J'avais attiré l'attention des uns et des autres. Et dans les échanges que j'avais avec un certain nombre de leaders politiques, je leur disais, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple, mais c'est surtout la rencontre d'un homme avec son propre destin. Nous n'avons pas eu de candidat capable d'assumer un destin. Et assumer un destin, c'est avancer seul à la conquête du pouvoir. Et donc, ça signifie que vous êtes capable de monter à la tribune tout seul, au lieu de monter avec la tribu, au lieu de monter avec un clan, au lieu de monter et de montrer, de monter et de montrer votre esprit de division, votre esprit ethno-fasciste. Le pouvoir se conquiert seul. Vous avancez seul vers le pouvoir. Donc, par conséquent, quand vous vous retournez derrière vous, ce que vous avez à faire, c'est de mettre les hommes et les femmes en ordre de bataille. C'est ce qu'on n'a pas pu faire. Quand je parle Kissi Marquis, il faut savoir que je suis sociopolitologue. Donc, quand je parle de tribu et de la famille, je fais allusion. Quand vous regardiez la tribune, vous aviez qui? Vous avez Maurice Kamto, vous aviez Nzongan, vous n'aviez que les Camerounais issus d'une même région. Vous avez des vidéos, elles sont là, vous pouvez les consulter. Ce n'est pas ainsi qu'on conquiert un pouvoir. Ce n'est pas comme ça qu'on conquiert le pouvoir. Je dis que nous avons raté vraiment l'occasion de tourner la page du RDPC. Nous avions les armes, nous avions des idées, mais la mayonnaise, la cuisine, nous n'avons pas su la faire. Nous n'avions pas su la faire. Afrique Chorus, vous voyez que, justement, si aujourd'hui, vous vous présentez avec un faux profil, avec un faux nom, c'est que vous n'êtes pas capable de vous assumer. Quand on s'assume, on se présente, comme moi je me présente en ce moment, je m'appelle Vincent Sosten Fouda Essomba. Essomba étant le nom de mon père, Fouda étant mon nom, et deux prénoms, Vincent Sosten. C'est comme cela qu'on fait, c'est ça qu'on fait quand on est un homme.
on se présente à visage découvert. Mon épouse est là, elle vous suit, elle vous lit, c'est comme ça que l'on fait. Tant que vous ne serez pas capable de le faire, ça veut dire que vous êtes des traîtres à la République. Ça veut dire que c'est vous, en réalité, qui vous cachez. C'est vous et pas quelqu'un d'autre. C'est vous et pas quelqu'un d'autre. Ça, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Monsieur Daniel Essissima, vous me demandez si j'encourage la fraude électorale. Il n'y a personne, aucun leader politique, surtout pas moi, qui puisse encourager la fraude électorale. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure et vous étiez là. J'ai dit, nous sommes allés au Conseil constitutionnel. En l'absence de tous les autres candidats, ceux qui avaient déjà été retenus ne sont pas venus au Conseil constitutionnel. Et ils n'ont même pas envoyé de représentants. Et il n'y avait personne pour leur dire, vous devez aller au Conseil constitutionnel. Il n'y a personne. Alors que leur place, la place de tous les candidats était au Conseil constitutionnel, justement pour faire pression. Ils ont dit, allons en élection avec ce code électoral, tout en sachant que le Conseil constitutionnel, tous les membres du Conseil constitutionnel ont été désignés par le président Paul Biya. On a dit, mutualisons nos forces pour avoir des représentants, des scrutateurs dans chaque bulletin dans chaque bureau de vote. Ça n'a pas été fait. Nous devons le reconnaître. Cela n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Mais c'est parce que les gens ont préféré faire leur petite cuisine, dans leur petite marmite. Ils ont préféré manger de leur petite soupe, dans leur petit coin. Il n'y a personne. Et ensuite, les scrutateurs, vous voulez qu'on les prenne où? Les scrutateurs, c'est vous, c'est moi. Mais vous voulez le changement et vous ne voulez pas vous impliquer dans le changement. On vous demande d'être scrutateur, vous ne voulez pas. On vous demande de soutenir le changement. Moi, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai dit tout à l'heure que je considérais M. Cabral Libby comme étant un pion du régime. Mais il a quand même beaucoup de mérite. M. Cabral Libby a réconcilié les Camerounais, même partiellement, avec le jeu politique. Je vais vous dire pourquoi. Après le fameux coup de cœur qui a vu le pouvoir avec Kontchou Communion voler tout l'argent des Camerounais, les Camerounais ont accepté à nouveau d'aider un candidat. Parce que c'est à vous de financer les élections dans notre pays. C'est à vous de pousser votre candidat à la victoire. Et Cabral Libby, qui justement, alors que c'est un pion du régime, a compris qu'il avait peut-être son épingle à tirer du jeu, de ce jeu-là, a fait le tour de différents pays et allé dans différents continents pour demander de l'argent. Les Camerounais lui ont donné un peu d'argent. Mais moi, je me souviens, en 2011, j'avais essayé de faire exactement la même chose. Mais moi, je ne voulais pas d'argent. Je demandais aux Camerounais, partout où je passais, de me donner des t-shirts. Et je leur avais dit, remettez-moi des t-shirts. Vous pouvez, si vous me remettez 10 t-shirts, dites-moi, allez les donner dans mon village. Je vais le faire. Quand j'irai pour la campagne, je déposerai les 10 t-shirts dans votre village. Assez rapidement, j'ai vu courir sur la toile Vincent Sosten Fouda commande des t-shirts pour aller faire du commerce au Cameroun. Mais vous voulez combattre le RDPC, qui est le seul parti installé dans l'ensemble du pays. Il arrive avec des gadgets que vous n'avez pas. Alors que si chaque Camerounais avait donné, sur les 23 millions que nous sommes, si chaque Camerounais avait donné un t-shirt, je crois que les gens auraient été capables de refuser les t-shirts du RDPC. Parce que parfois, les gens acceptent les gadgets du RDPC parce qu'ils en ont véritablement besoin, parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils n'arrivent pas à s'habiller. Et donc, si vous voulez combattre quelqu'un, mais vous devez être capable
de vous hisser au-dessus de ce que lui, il peut fournir au peuple. Je ne sais pas si, effectivement, monsieur Essissima, j'ai répondu à votre question, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Dans un pays que vous connaissez certainement mieux que moi, monsieur Essissima, qui est la France, vous savez que la famille Balkany à Levallois-Perret a eu l'habitude de truquer les élections justement en faisant quoi? En prolongeant les numéros de rue. Par exemple, une rue qui s'arrêtait à 50, ils ajoutaient 3 ou 4 autres adresses, donc des électeurs fictifs. Vous savez où cela a terminé. Donc, même dans les plus grandes démocraties, on essaye toujours de frauder. Mais le plus important, c'est de réduire au maximum les possibilités de fraude. Et on ne peut pas réduire les possibilités de fraude avec une démission collective. On ne peut pas réduire la fraude avec une démission collective. On n'a pas de scrutateur, on n'a pas de voiture, on n'a pas de moyens pour faire la campagne. Moi, combien de fois j'ai lu ici, alors même que nous avions fourni toutes les gages de notre bonne foi pour la participation à l'élection présidentielle de 2018, combien de fois j'ai entendu, vous n'avez pas été capable de verser les 30 millions, alors même qu'on vous montrait des documents qui montraient qu'on avait donné les 30 millions. Mais vous étiez nombreux à venir ici nous insulter, à dire, ben taisez-vous, vous êtes discrédité, puisque vous n'avez pas été capable de donner les 30 millions. Mais pourquoi voulez-vous d'ailleurs que je donne 30 millions de ma poche, alors que c'est pour être président du Cameroun, c'est-à-dire le président de tous les Camerounais? Si les Camerounais veulent le changement, ils doivent être capables de financer ce changement-là. Ça aussi, et je dis que ça c'est le plus grand mérite de M. Cabral Libi. Cabral Libi, en parcourant différents pays dans le monde et en demandant aux Camerounais, il n'a peut-être pas eu effectivement tout l'argent dont il avait besoin pour mener cette campagne, mais au moins il a montré que les Camerounais étaient encore capables de générosité, étaient encore capables d'engagement citoyen. Tant que vous ne vous serez pas engagé, moi je le dis avec sincérité, je dis que si le Cameroun implose aujourd'hui, moi je ne mourrai pas. Ça c'est une vérité. Mon épouse qui est là en ce moment ne mourra pas. Nos enfants ne mourront pas. Parce que nous ne vivrons pas au Cameroun. Ça aussi c'est une réalité. J'ai mon travail ailleurs. Mon épouse a son travail ailleurs. Nos enfants ont leur avenir ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que, alors que nous avons notre avenir ailleurs, nous puissions parler du Cameroun? Nous parlons du Cameroun parce que nous l'aimons. Nous parlons du Cameroun parce que nous pensons que c'est possible de le changer. Nous pensons que c'est possible de faire quelque chose au Cameroun. Mais si vous-même, qui vivez au Cameroun au jour le jour, vous êtes dans le pain et la sardine, vous êtes à déshabiller, à insulter, à mettre le feu, à vouloir que tout tombe dans notre pays, comment voulez-vous que les choses changent? Elles ne peuvent pas changer. Il n'y a pas un changement sans sacrifice. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il n'y a pas de changement sans engagement citoyen. Il n'y a pas de changement sans bannissement de la tribu pour aller vers le statut de citoyen. Ce n'est que comme ça qu'on change le pays. Je n'ai jamais fait partie du MRC, en fait, d'Éric Lumumbu Tsafak, au Leko. Avec ton nom, je suppose donc que tu es Tchang. Donc, je n'ai jamais fait partie du MRC. Celui qui fait partie du MRC s'appelle Sosten Lipote. Moi, je m'appelle Vincent Sosten Fouda et je suis président du mouvement camerounais pour la social-démocratie, le MCPSD. Donc, je n'ai jamais fait partie du MRC. C'est vrai que au moment de la création du MRC, j'ai assisté, j'ai reçu chez moi un certain nombre de responsables du MRC pour essayer de mutualiser nos forces, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord parce que je pense que la meilleure façon de se mettre ensemble au Cameroun, ce n'est pas de coaliser, mais de mutualiser les efforts. Alors, je fais une nuance entre coaliser et mutualiser. J'avais dit à l'époque à Maurice Kamto que ce qui était important, ce n'était pas
que je sois conseiller du bureau politique du MRC, mais que justement je sois bien implanté à Yaoundé, où j'étais, et que pour une élection, si je me présente à Yaoundé, que les autres partis me soutiennent à Yaoundé. Et que lui, s'il se présente à Douala, et qu'il est mieux implanté à Douala, que les autres partis le soutiennent à Douala. Nous avons fait cette expérience-là dans ce que nous avons appelé la convergence des forces pures, avec Serge Espoir Matomba, avec Jean de Dieu Momo, avec le CPP de Kawala, et nous sommes parvenus à avoir quelques conseillers dans les conseils municipaux. Mais je pense que c'est une expérience qui doit aller au-delà, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut réussir à neutraliser le RDPC, qui est le seul parti véritablement, parce que c'est un parti État. Le RDPC est un parti État, qui fait campagne avec les moyens de l'État, qui fait campagne avec tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires du Cameroun font partie du RDPC. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est véritablement la vérité. Ismaël Roy, je ne crois pas que les partis politiques aient vocation à s'installer à l'extérieur de leur pays. Parce que ça sert à quoi d'installer le mouvement camerounais pour la social-démocratie en France, dans les pays du Benelux? C'est pourquoi faire? Ça ne sert à rien. C'est au Cameroun que les pays doivent être implantés. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui me dit, comme vous, Ismaël Roy, je voudrais avoir une branche du mouvement camerounais pour la social-démocratie en Belgique, en Suisse, en République tchèque et que sais-je encore, bon, je ne dirais pas non, mais je pense que les partis ont vocation. Vous n'avez jamais entendu que le Parti socialiste français est installé dans telle ou telle partie du pays. Mais quand il y a élection, quand il y a des membres de la communauté nationale qui vivent dans tel ou tel parti, oui, on a besoin d'un scrutateur là-bas, on a besoin de... Bon, oui, mais on ne va pas installer une sous-section comme je vois le RDPC le faire. C'est un abus. C'est même complètement idiot de dire qu'on ne veut pas la double nationalité au Cameroun, mais on va installer les sous-sections, les sections des partis en France, au Canada et que sais-je encore. Honnêtement, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Un parti politique est d'abord une association nationale. C'est à l'intérieur de ce territoire-là qu'il a vocation à s'exprimer ou qu'elle a vocation à s'exprimer, c'est-à-dire cette association. C'est comme ça qu'on doit faire la politique. Nous devons revoir notre manière de faire la politique. Nous devons revoir notre manière de nous exprimer dans l'espace public. Et ça nous a beaucoup manqué. Ça nous a véritablement beaucoup manqué. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que nous avons perdu une chance de pouvoir transformer un essai, alors même que nous avions tout pour le faire. Au-delà de tout ce que vous avez évoqué, il y a eu, à mon sens, comme une impréparation de la part des candidats. Moi, je n'ai pas vu de projet sur l'hôpital, sur l'éducation, bref, un vrai projet. En réalité, une campagne politique se fait sur la base des projets quand il y a un peuple capable de décrypter ces projets-là. Moi, je pense qu'il y avait des projets. Vous pouvez encore aujourd'hui télécharger le projet du mouvement Now de M. Akeremouna. Vous pouvez télécharger celui de M. Cabral Libi. Vous pouvez télécharger celui de Maurice Kamto, pour ne parler que de ces trois-là. Vous pouvez aussi télécharger celui de Serge Espoir Matomba. Ces programmes-là sont disponibles. Il y a là de véritables propositions qui méritent d'ailleurs d'être étudiées. C'est vrai, le RDPC n'avait pas de projet. Garga Amanadji n'avait pas de projet. Ndamjoya était fantôme, il n'avait pas de projet. Le pasteur Ndifor non plus. Et là aussi, je ne dirais pas qu'il y a eu une impréparation. Je dirais tout
simplement que nous avons péché par excès de zèle. Voilà. Et il y a eu une dispersion, il y a eu une répartition inégale de temps d'antenne. Je ne vais pas tout le temps taper sur Maurice Kamto, mais je pense qu'il est celui qui a le plus bénéficié de la couverture des médias. Les médias privés se sont assez rapidement tournés vers la candidature de Maurice Kamto. Les médias d'État ont fait la part belle au chef de l'État. Les autres candidats, M. Cabral Libi a bénéficié d'une couverture médiatique de l'État, puisque, en fait, si effectivement vous adhérez à ce que je dis, c'était un candidat bis du RDPC qui avait pour vocation à affaiblir les deux poids lourds qu'on avait au sein de l'opposition, à savoir M. Maurice Kamto et M. Joshua Oshi. Donc la vocation du parti Univers était d'affaiblir ces deux partis. Ça, je pense que tous ceux qui analysent la vie politique dans notre pays ont pu s'en rendre compte. Je suis d'ailleurs convaincu que même la foule qui a suivi la campagne du parti L'Univers était portée par justement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui lui-même était suffisamment essoufflé et avait besoin d'une force de jeunesse pour pouvoir monter. Donc, effectivement, si on avait demandé aux jeunes de s'aligner derrière le RDPC, ils ne l'auraient pas fait. Donc, il a fallu aller chercher le parti Univers, qui lui-même était en contact régulier avec quelqu'un d'autre qui aurait pu être candidat à cette élection et qui avait invité M. Nkumvondo à la convention d'investiture des démocrates aux États-Unis, donc qui est le professeur Christophe Fomunyo. Donc, Christophe Fomunyo aurait, s'il avait participé à cette élection, aurait pu être le candidat du parti Univers. Et le RDPC, sentant la menace, a rapidement récupéré le parti et a fait investir M. Cabral Libi, qui, et là aussi, vous sentez que vraiment, comme j'ai dit, c'était un piège à con. Parce que M. Cabral Libi ne peut pas vous dire qu'il est membre du parti de l'Univers. Bon, on a refusé la coalition à Keremouna et M. Kamto. Pourtant, on a laissé un parti, le parti Univers, être représenté à cette élection par quelqu'un qui n'a pas sa carte de parti. Ça aussi, ce sont des réalités de chez nous, ce sont des échecs de chez nous. Mais je pense que nous devons nous servir de ces échecs-là pour grandir, pour nous développer. Ça, vous n'imaginerez pas ça ailleurs que quelqu'un qui n'est pas militant, qui n'a pas payé sa cotisation au sein d'un parti, soit élu par ce parti-là pour le conduire à une élection. Ce n'est pas possible. Ce n'est possible que dans notre pays. Ce n'est possible qu'au Cameroun. Voilà. Voilà un peu l'analyse que je voulais faire avec vous. Et je pense que merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Je pense que vous aurez pu être plus nombreux si effectivement, parmi les 60-70, vous aviez chacun partagé cette vidéo, vous aurez été encore beaucoup plus nombreux à participer à cet échange, voilà, j'allais dire interactif, mais un échange est déjà forcément interactif. Donc, vous aurez pu être plus nombreux dans cet échange pour que nous puissions faire l'autopsie de notre échec. Parce que dans la semaine, effectivement, les résultats de cette élection seront communiqués et nous ne pourrons que nous en prendre à nous-mêmes. Voilà, nous n'avons pas été capables de transcender l'ethnie. Nous n'avons pas été capables de transcender le clan. Nous n'avons pas été capables de recul.
nous n'avons pas été capables d'être de bons conseillers pour nos candidats. Moi, personnellement, j'ai soutenu la candidature de Joshua Oshi parce que je pense, et je vais le justifier une dernière fois ici, je pense que M. Joshua Oshi est dans une mesure plus grande aussi, M. Akeremuna étaient les deux candidats qui n'avaient pas une connotation claniste, régionaliste, même si effectivement, dans leur conception de l'État, que je ne partage pas, et je l'avais dit dans mes échanges avec M. Joshua aussi, je lui avais dit que je pense que le Cameroun n'a pas vocation à un retour au fédéralisme. Je pense que justement le nous national, le nous commun est tellement fragile dans notre pays aujourd'hui que ce qu'il faut, c'est une véritable décentralisation et une véritable déconcentration. J'avais déjà fait un article là-dessus, plus une vidéo, pour expliquer ce que c'est que la décentralisation et ce que c'est que la déconcentration. Si nous y allons véritablement dans la décentralisation et dans la déconcentration, effectivement, nous ne verrons plus les ministres comme celui de la santé, signer les résultats d'un concours d'admission comme aide-soignant dans une école entre nous. C'est-à-dire qu'on organise un concours au niveau national, avec le CEPE pour être aide-soignant dans notre pays. Je vais vous dire que la formation des aides-soignants hors du Cameroun, ça dure à peine 6 mois. Pour être aide-soignant, c'est à peine 6 mois. Au Canada, ici, c'est 3 mois de formation pour être aide-soignant. D'ailleurs, ça a un autre nom. Je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, mais bon, vous qui êtes là au Canada, vous pouvez, en réagissant, dire comment ça s'appelle, aide-soignant. Ça dure 3 mois. Et on ne peut pas attendre qu'un ministre de la République signe les résultats d'un concours d'admission dans une école comme celle-là. Ça montre que tous les pouvoirs sont concentrés à Yaoundé. Tahaz, il ne faut pas seulement valider, il faut partager. Il faut cliquer sur like. Il faut encourager les Camerounais à écouter ce genre d'échange entre nous. Je suis persuadé que si nous le faisons assez régulièrement, nous avons peut-être 1 an, 2 ans, peut-être moins, pour 2 ou 3 élections. Je suis presque persuadé que bientôt, nous retournerons, voilà, des préposés aux bénéficiaires. Merci Françoise. Les aides-soignants au Canada s'appellent les préposés aux bénéficiaires. La formation ne dure que 3 mois. En Allemagne, on me signale que sans aucun diplôme, ça dure 6 mois pour être aide-soignant. Mais au Cameroun, on lit à la radio les résultats. Merci Steve. On lit à la radio les résultats des préposés aux bénéficiaires au Cameroun. On lit à la radio et c'est signé par un ministre de la République. Vous voyez que vraiment, c'est une grosse insulte à l'intelligence des Camerounais. C'est-à-dire qu'en plein 21e siècle, pour avoir le CPE au Cameroun, je pense que c'est à 9 ou 10 ans, 11 ans. 11 ans pour avoir le CPE. Et vous allez passer un concours à 11 ans, si vous voulez être aide-soignant, et c'est corrigé au niveau national. Et c'est le ministre qui communique les résultats. Est-ce que vous jugez vraiment que c'est faire honneur au Cameroun? Donc voilà autant Noël Assanga. I think that we are able to construct our nation if all the members of our community decide to take their responsibility. If we are not able to take our responsibility, if we not accept to have a real debate around our nation, in our nation, inside our nation, I'm not sure that we are able to construct our nation. That is a reality. And now,
initiate this conversation with you, with all Cameroonians, because I think that in next week we will have a result of this election. And I think that Biya wins again this presidential election. Why? Because we refuse to be a citizen. We accept, I don't know why, to stay the members of our village. We decide to stay the members of our native community. I'm sure that we are able now to tell that we are Cameroonian, and we can justify our we can justify this position. Être membre d'un village, c'est une coutume. Mais être membre, être citoyen d'un pays, c'est une construction. Et nous avons échoué dans le processus de construction de la notion de citoyen dans notre pays. C'est ce qui justifie aujourd'hui et en finale la victoire du président Biya à cette élection. Je vous remercie pour votre aimable attention. Salut François. Je sais ce que vous avez vécu. Vous qui avez vécu, je parle notamment de François, qui a fait de très brillantes études ici au Canada et qui, à un moment donné, a accepté de retourner au Cameroun. Et malheureusement, je pense que assez rapidement, il a compris que, vous voyez d'ailleurs le nom qu'il porte, on aurait pu dire, il fait partie de la communauté Beti, il aura forcément rapidement quelque chose à faire au Cameroun, mais comme je connais ce monsieur depuis des années, j'ai été le voir au ministère des Transports où il était à un moment donné, je sais ce que c'est, ce qu'il a vécu, et j'ai compris pourquoi à un moment donné, il a repris l'avion pour aller faire autre chose ailleurs. Donc vous voyez que, en fait, nous nous sommes fait dominer par une minorité qui ne fait même pas 5% dans notre pays. Voilà. Nous n'avons pas pu traverser le seuil de l'appartenance ethnique, le seuil de la coutume pour aller vers une culture. Et la culture, c'est d'abord national. On ne parle pas de culture ethnique, on ne parle pas de culture clanique, on parle toujours d'une culture nationale. C'est vers cela que je vous invite à travailler dans les années qui suivent, parce que, comme je l'ai dit en voulant terminer tout à l'heure cette vidéo, je pense au plus profond de moi qu'une élection se profile à l'horizon d'ici 2 à 3 ans. Je vous remercie. Je remercie Jean-François Assiré pour, ce bel échange en introduisant justement Raymond Aron, qui a été pour moi un très grand politologue pendant des années. Et oui, je vous remercie et je vous dis, écoutez, c'est un samedi. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, profitez du soleil. Pour ceux qui sont au pays, écoutez, passez de très bons moments avec vos enfants. Et j'espère vous retrouver assez rapidement au courant de la semaine prochaine, quand le Conseil constitutionnel aura confirmé la victoire du président Biya à cette élection. Merci.